Comment allez-vous? Nous débutons avec les actualités mondiales. Eh bien, nous devons commencer par ce volcan, le volcan Kilauea, qui continue de nous surprendre, qui continue de produire ses fontaines de lave. Selon les images de l'USGS, le point ici est que le volcan le plus actif d'Hawaï connaît son 42e épisode éruptif. D'après les rapports, ces fontaines de lave ont atteint 250 mètres de hauteur. Imaginez ces colonnes, imaginez les colonnes de lave de roches liquides montant à de tels niveaux. C'est sûrement une force impressionnante présente ici. D'après les rapports, en plus de cela, il y a eu des colonnes de cendres. D'après les rapports, les colonnes de cendres ont atteint jusqu'à 35 000 pieds d'altitude. Voyons si nous avons ici l'une des images. Cette fois, nous allons l'agrandir. Voilà, c'est une taille impressionnante en ce qui concerne les cendres aussi. Bon, passons aux détails. Comment allez-vous? Salut à Nicole et Franco, à Blanca, à Barcelo, à Edil et à toute la communauté. Eric aussi, Eric Marino, comment vas-tu? Passons aux détails de ce que l'on sait de ce mouvement volcanique, et passons aussi aux informations internationales. Évidemment non. Les scientifiques ont publié un rapport. Dans le rapport, ils assurent que le sommet volcanique commence à enregistrer à nouveau une sorte de dégonflement, pour ainsi dire, de 21 microradians. Ce serait un phénomène de libération massive de magma. Les images qui auraient été diffusées par l'USGS lui-même ne montrent pas seulement les colonnes de lave, mais on voit aussi les rivières de lave descendant le flanc de la montagne. Le lac Addix, le Rio Alcazal, la Alcazal et ensuite dans la... Évidemment, il y a un risque si tu t'approches, mais en dehors de cela, eh bien, selon eux, il n'y a pas de risque. Quant au fait que la population proche puisse avoir un problème ou quelque chose comme ça, non. Cela est écarté, du moins c'est ce qui se dit. Le Kilauea est un volcan qui est en activité continue depuis 1983, c'est à ce moment-là que commencent ces fontaines de lave. Et il a eu des périodes de plusieurs années, presque en pause puis, soudainement, il reprend, comme en 2025 l'année dernière, et en 2026 cette année. Et il a eu une activité de fontaine de lave spectaculaire. Ce volcan fait partie de plusieurs volcans à Hawaï. Il y en a 6 qui sont actifs. Parmi eux, le plus grand est le Mauna Loa, considéré comme le plus grand volcan de la planète, même si une partie se trouve sous la mer. Les autorités assurent une surveillance continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en raison de possibles changements de direction des gaz. L'activité sismique volcanique peut également affecter les vols vers les aéroports de la région. Le phénomène place Hawaï au centre de l'attention mondiale en ce qui concerne les volcans, qui fait presque toujours la une, qui est presque toujours en activité constante, montrant que oui, soudainement la nature est là, active, qu'elle se maintient. Non seulement active, mais elle peut aussi réserver ou générer quelques surprises, évidemment aussi. Un autre sujet qui attire l'attention aujourd'hui, eh bien, c'est le thème sismique, ce qui se passe aujourd'hui dans différentes régions de la planète. Parmi eux, ce séisme très curieux, un séisme qui se serait produit dans cette zone, voyons si nous pouvons le voir par ici. Voilà ce séisme que nous voyons, approchons-nous, c'est un séisme qui n'est pas dans le Pacifique, et rien que cela, c'est déjà curieux. Un séisme dont on a parlé avec une magnitude de 6, même si elle a déjà été révisée à 5,7, oui, 5,7. C'est aussi un séisme qui se produit entre l'Afrique et le Brésil, ou entre l'Afrique et l'Amérique latine, n'est-ce pas? Ici, c'est São Paulo, et ici, de ce côté, il y a l'Angola, n'est-ce pas? Et c'est ici que ce séisme s'est produit qui, eh bien, aurait été assez intense, mais qui n'a généré aucune alerte au tsunami. Du moins, jusqu'à présent, il n'y a aucune variation sur les bouées que possède la NOAA pour détecter les changements drastiques de montée, d'augmentation de la hauteur des vagues, pas de la mer. Donc voilà, c'est le séisme, du moins jusqu'à présent, le plus important enregistré aujourd'hui. Ce n'est pas avec cela que nous commençons la journée, pas avec cette activité importante. Passons donc à d'autres sujets, allons vers d'autres thèmes également intéressants, de ce qui se passe dans le monde. Merci à la communauté, aidez-nous avec un like et un partage. Nous attendons que tout le monde arrive. En attendant, regardez, voici l'image qu'ils ont partagée aujourd'hui sur les réseaux, c'est via Twitter.
Voyons si nous pouvons nous rapprocher un peu de ce que montrent les Iraniens. Allons dans le détail de ce qui se passe avec ce sujet. Dans quelques instants, nous allons parler des réactions face à ces mouvements que fait l'Iran. Mais pour commencer, je veux vous dire que les Iraniens montrent leur force, encore une fois, n'est-ce pas, c'est du moins ce qu'ils essaient encore de montrer avec ces exercices militaires. Au fait, est-ce qu'ils utilisent des armes réelles? Je veux dire, parfois ils tirent, mais ce sont des balles à blanc. Et cette fois-ci, ils mènent des attaques. Et en plus, vous savez où ils le font. Ce que vous voyez là, ils le font dans le détroit d'Ormuz. C'est quelque chose que les États-Unis leur avaient demandé de ne pas faire, à cause des risques que cela implique. En plus parce que les États-Unis ont des forces militaires par ici, des forces militaires par là, et le détroit d'Ormuz est hautement surveillé. Pas tant par les Iraniens que par les gens d'Oman eux-mêmes, par les gens des Émirats, les États-Unis et les militaires. Mais eh bien, ils n'ont pas voulu prendre en compte cette suggestion, pour ainsi dire, que les Américains avaient en fait. Et bon, c'est intéressant. Regardez, la flotte du CGR, la garde révolutionnaire, aurait lancé un exercice militaire dans le détroit lui-même. L'exercice est mené sous la supervision directe du général de division Mohamed Papour, commandant en chef de la garde révolutionnaire. L'exercice coïncide évidemment avec l'arrivée du ministre iranien Abbas Araghchi à Genève. Il sera à Genève, non pas à Genève, là-bas en Suisse, et il y rencontrera plusieurs dirigeants mondiaux. Eh bien, tout à l'heure, nous allons parler de ce qui s'est passé lors de la réunion avec Raphaël Grossi. Raphaël Grossi est le chef de l'AIEA, qui est cette organisation de l'ONU chargée des risques nucléaires. Ils ont déjà eu une réunion, il existe même une photo d'Araghchi et de Raphaël Grossi, l'Argentin, n'est-ce pas? Et il s'est déjà réuni en ce moment à Genève. Du moins, c'est l'information que j'ai, on va vérifier tout de suite si ce n'est pas une image d'archive, on va le vérifier maintenant. Mais il y a déjà le rapport de cette réunion et de ce qui va être discuté dans cette réunion, ou de ce qui est en train d'être discuté dans cette réunion. On va vérifier tout de suite. Les premiers rapports ont déjà commencé à sortir, on va voir tout de suite ce qu'ils disent. Je n'ai pas eu le temps de vérifier avant le rapport, je sais seulement que l'opération est déjà là. J'ai regardé rapidement, mais nous allons la voir ensemble maintenant. Ce qu'on perçoit en Iran, c'est qu'ils sont nerveux, c'est que ce qu'ils cherchent toujours, c'est à montrer ça, à ne pas montrer de force. Voyons si on peut le mettre par ici. Voilà la publication qu'ils font là, pas celle où ils montrent les bunkers, mais bon, ce sont quand même des images d'archives, non? Honnêtement, à ce stade, je ne sais même pas si vraiment l'exercice, comme ils le disent, est en train d'être mené. Honnêtement, j'en doute, non, vraiment, mais bon, c'est ce qu'ils mentionnent. C'est une partie de ce que je sais, mais passons à d'autres sujets, à ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous allons à cette réunion tout de suite, mais avant cela, j'aimerais que nous regardions ce qui se passe en Israël. Qu'il y a un ultimatum final, c'est essentiellement l'ultimatum le plus décisif, peut-être de toute l'histoire de Gaza. Passons à cela. Remarquez que le temps est déjà écoulé, l'ultimatum a été donné. Une fin où soit on se désarme, soit jamais, ou alors il y a déjà un mouvement final, un mouvement de guerre. Nous ne voyons pas cette dernière phase. Nous avons déjà vu que la situation à Gaza s'est relativement calmée, mais ce que l'on observe maintenant, c'est peut-être déjà la dernière partie du conflit. Qu'ont dit les Israéliens aujourd'hui? Qu'ont-ils commenté? Eh bien, allons dans le détail, n'est-ce pas? Israël a déjà fixé un délai de 60 jours. Dans 60 jours, la dernière décision sera prise. Disons non. Il y a déjà un délai. On parle d'une possible fin, d'une dernière issue. Lorsqu'ils allèrent libérer les otages, cela a été fait,
Même les corps des restes des otages ont également été, déjà remis ou récupérés. Mais en ce moment, un délai a été fixé dans lequel soit ils se désarment, soit ils se désarment. Il n'y a pas d'autre option. Le gouvernement israélien a fixé un délai qui a surpris. Par la date, qui normalement sont des délais très courts, tu as 3 jours, tu as 1 semaine, non? Cette fois-ci, ils sont allés jusqu'à 2 mois, 60 jours. En fait, cela m'a paru très étrange. Nous avons cherché des informations dans divers médias et lieux en Israël, même pour vérifier si c'était vrai, ce qui nous a paru curieux. Bien sûr, il rapporte que pour que ce groupe terroriste se désarme complètement, ce ne sera pas facile. Il y a des groupes et des sous-groupes. Pas seulement le groupe terroriste Hamas, ils ne suivent pas tous la même ligne, ils sont très divisés, il y a même des affrontements entre d'autres groupes proches, entre d'autres groupes, certains qui sont aussi leurs propres ennemis. À Gaza, c'est un problème. Selon eux, Joshi Fuchs, secrétaire du cabinet et conseiller principal de Benjamin Netanyahou, a déclaré à la conférence de Jérusalem que cette période avait été proposée par l'administration Trump. Et c'est la raison pour laquelle nous comprenons qu'il n'aurait jamais proposé 2 mois, même pas en plaisantant. C'est-à-dire, ces 2 mois ont été proposés par Trump et ils en ont tenu compte. Et maintenant, ils en parlent, n'est-ce pas ? Pendant cette période, il ne devra jamais remettre toutes ses armes, y compris les armes légères comme l'AK-47, selon la déclaration de Fuchs. Le fonctionnaire a prévenu que si le groupe ne respecte pas la disposition des forces de défense israéliennes, les opérations militaires reprendront. Voilà ce qu'ils disent. Si cela n'est pas respecté, dans 2 mois, les opérations à grande échelle reprendront à Gaza. C'est-à-dire, nous allons de nouveau voir des entrées de chars, d'avions, c'est-à-dire tout ce que nous avons déjà observé les mois précédents. Donc ce n'est pas une période anodine, ce sont 2 mois, il y a du temps. Nous verrons si les soldats indonésiens vont arriver dans ce pays ou dans cette zone. Non, parce que ce n'est pas encore un pays ni rien, mais nous verrons s'ils vont vers Gaza, non? Si les Indonésiens essaient aussi, de prendre le contrôle et de parvenir à un accord. Le Conseil de paix est prévu pour ce jeudi de cette même semaine, même s'ils reconnaissent qu'il n'existe pas de date définitive pour le début de ce Conseil. Ils assurent aussi dans le Times of Israel que l'attente du gouvernement est qu'avant la tenue de l'éventuelle élection en Israël, prévue provisoirement pour juin, le Hamas ne devrait jamais avoir remis les armes. À défaut, le FBI serait à nouveau engagé dans une phase offensive militaire qui serait d'envergure. Pas selon ce qu'ils préviennent, du moins, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs détails qui attirent mon attention dans ce qui a été dit sur Datamos Israël et dans d'autres médias israéliens. Non, dans ce sens-là, non. Un autre point qui attire aussi mon attention, c'est qu'il y ait des problèmes internes, politiques. De toute façon, je le savais déjà avec ce gouvernement de Netanyahou. Et maintenant ? Le ministre de la Justice refuse de dire qu'il obéira à l'ordre du tribunal qui convoque le comité de sélection judiciaire. Donc, il y a un conflit interne entre Netanyahou et le pouvoir judiciaire. Le même ministère de la Défense est également impliqué donc dans certaines controverses en Israël. Autrement dit, il y a des problèmes, il y a des conflits. Le sénateur sera bientôt là, à moins qu'il ne soit déjà présent ces jours-ci, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou dans les prochains jours. Ce Lindsey Graham ne va pas rendre visite à Israël. Et bon, apparemment le sujet sera l'Iran, non? C'est ça l'idée, non? Et voilà. Lindsey Graham a déclaré à plusieurs reprises que ce qui attend l'Iran n'est plus une question de mois, mais que la décision sera prise dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que avant l'été, du moins c'est ce que je comprends, avant l'été, la situation serait déjà réglée. Soit dans une guerre, soit dans un accord commercial, et qui sait quoi d'autre, non? Enfin, c'est de ça qu'il s'agit, non? Ça aussi, ce sera intéressant pour toute cette région. Passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Regardez sur d'autres thèmes. Parlons de Raphaël Grossi, non? Mais ce qui attire mon attention, c'est ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, où l'on voit Kim Jong-un déjà dans une phase, disons, meilleure, un peu étrange, un peu différente. Allons sur la carte vers la Corée du Nord. Kim Jong-un montre encore une fois qu'il a encore des surprises à offrir, cette fois-ci la Corée du Nord.
Et le même régime, disons, s'est consacré à générer une sorte de communication, du moins en essayant d'établir une communication différente. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui lui échappe de son contrôle. C'est rare que cela arrive, c'est rare qu'il se passe quelque chose comme ça. Mais un déserteur, quelqu'un qui était à l'intérieur même de la Corée du Nord, a tout simplement réussi à s'échapper. Quelqu'un qui est proche du régime, quelqu'un qui a participé aux opérations de piratage, proche des opérations de piratage à l'échelle mondiale. Et il a révélé. Comment la Corée du Nord a-t-elle fait pour financer cette opération nucléaire, cette opération d'armes nucléaires qu'elle mène depuis tant d'années? Comment la Corée du Nord a-t-elle fait pour financer quelque chose comme ça? Avec une crise constante, avec peu de ressources, avec peu de relations dans le monde, eh bien, un déserteur du régime de Kim Jong-un s'est infiltré. Il dit « Ils ont vu comment la Corée du Nord s'infiltre dans différentes entreprises occidentales dans le but de voler en permanence, pirater et voler. C'est essentiellement leur méthode. » Le Wall Street Journal présente donc un article assez complet dans lequel il expose un réseau par lequel Kim Jong-un financerait le programme nucléaire. Avec des hackers infiltrés dans les plus grandes entreprises du monde entier, y compris certaines du SP500, c'est-à-dire des 500 plus grandes entreprises du monde, c'est là que la Corée du Nord a opéré. Grâce à ces vols qui ont été commis, ils ont pu agir depuis un certain temps. Pour pouvoir, mener des attaques, non? Les hackers disposent d'un immeuble entier depuis lequel ils opèrent dans 40 pays. Ils opèrent dans 40 pays apparemment, même au Mexique d'ailleurs, non? Des activistes des droits de l'homme affirment que peu de travailleurs informatiques peuvent financer un missile, soulignant qu'il y a un impact stratégique dans ce qu'ils font, que ces jeunes, ces informaticiens, que ces gens-là, ces hackers, aient une bonne vie et s'ils arrivent à faire, disons, leur travail pour ainsi dire, non? La vie de ces spécialistes est très contrôlée. Ils travaillent en 16 heures, ces hackers, c'est comme un travail de bureau, ils arrivent à une certaine heure et partent après 16 heures. Après être là, ils sont surveillés numériquement. Tout le temps. Ils doivent assister à des séances périodiques de rééducation idéologique. Parce que, imaginez-vous, les hackers observent le monde. Ils voient comment est le monde, n'est-ce pas? Ils sont connectés à Internet avec une connexion très rapide, n'est-ce pas? Donc ils sont exposés à ce qui se passe réellement dans le monde, chose qu'on cache à la majorité de la population, mais eux, ils ont l'information, donc ils sont constamment surveillés comme ça, totalement. On leur donne une bonne vie, pour ainsi dire, mais ils sont totalement surveillés. Au moindre soupçon, dehors. 16 heures de travail, ils sont en train de les rééduquer, de leur laver le cerveau constamment, non? La vie de ces spécialistes est strictement contrôlée et dès qu'ils détectent ou établissent que l'un d'eux est suspect, ils le mettent dehors. Et ils peuvent même aller jusqu'à le punir de manière extrême. Le CHEM met en évidence une sorte de guerre hybride qui se déroule depuis de nombreuses années. Vol d'identité, financement occulte. Allez, toutes les sanctions internationales ne suffisent pas à arrêter ce genre d'opération, n'est-ce pas? Le pouvoir politique de Pyongyang ne repose pas sur les armes, du moins pas pour l'instant, mais sur le numérique. À attaquer et à voler des crypto-monnaies et à commettre toutes sortes d'escroqueries, n'est-ce pas? Ce seraient pratiquement eux qui auraient à se financer le programme nucléaire des Nord-Coréens. La Corée du Nord s'est appuyée, selon ce déserteur, dans le Wall Street Journal. C'est de cette manière qu'ils ont réussi à obtenir des milliards de dollars et ainsi pouvoir créer les armes nucléaires qu'ils possèdent aujourd'hui. La vérité, c'est digne d'un film, non?
Plusieurs alertes météo sont en cours. Allons dans le détail de ce qui se passe avec cette affaire. Allons au plus grave, qui n'est pas en ce moment aux États-Unis, cela se passe actuellement en Russie. D'abord, regardons cette image. C'est l'une des images qui a été partagée. L'alerte qui a été lancée à Moscou est due à une forte chute de neige qui les a déjà placés en alerte jaune. Les autorités de Moscou ont décrété aujourd'hui ce type d'alerte en raison de la forte chute de neige qui commencera aujourd'hui. Dans les prochains jours, des alertes sont également prévues pour d'autres endroits. Par exemple, aujourd'hui, cela a été signalé en Suisse. Nous allons nous intéresser à cette région du monde. Il a également été signalé que cela s'est produit là-bas et, en fait, c'est en train de se produire. En ce moment, comme vous pouvez le voir, il y a une forte chute de neige. Entre ce qui est l'Autriche et la Suisse elle-même, ici nous le voyons, il y a eu d'énormes chutes de neige. Au moins 5 personnes ont déjà été blessées à cause du déraillement d'un train dû à une avalanche de neige dans ce pays. Alors, on s'attend à ce que dans les prochains jours, même si l'hiver touche déjà à sa fin, disons qu'ils sont déjà dans la dernière phase, février et mars peuvent apporter quelques surprises. D'après les rapports, 5 personnes ont été blessées lors d'un déraillement lundi dans le canton suisse du Valais, au sud-ouest. En raison d'une avalanche de neige qui a bloqué les voies peu après la sortie d'un tunnel, selon la police locale, le train est un Regio Express de la compagnie régionale DLS, qui transportait 29 personnes et circulait entre les localités de Koppenstein et de Osten. C'est ce qui est rapporté, mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'on attend? Regardons rapidement en détail ce qui se passe dans cette région du monde. Regardez, les chutes de neige commencent déjà. Les prévisions annoncent que pour aujourd'hui, lundi et demain mardi, il va neiger et cela va également créer des conditions critiques pour les incendies. On va aussi commencer à parler des incendies de forêt potentiels. Pour demain, par exemple, le 17 février, il faut prendre les précautions d'avertissement de tempête hivernale, et aussi dans des conditions controversées par rapport à ce qui a été signalé et aussi à ce qui est attendu. Aussi pour le Mexique, ce qui est attendu pour le sud de l'Amérique, où il y a également une vague de chaleur intéressante. Alors allons dans le détail. Comment allez-vous? Salutations Diego, comment ça va? Salutations jusqu'à la ville de Mexico, très bonjour. Salutations aussi à Wendy, jusqu'à New York, merci beaucoup. Comment va Adriana? Tout à l'heure, nous parlerons du 13 Atlas, de comment vont les choses là-bas. Il y a aussi des détails intéressants. Georges Colosséar, comment ça va? Comment allez-vous? Salutations jusqu'en Roumanie. Très bonjour Georges, regardez ce qui se passe. Selon ce que rapporte le Service météorologique national des États-Unis, il avertit qu'il y a un scénario extrême dans certains endroits. Tandis qu'à l'ouest, ils font face à de fortes chutes de neige et à des vents de niveau ouragan. Dans le sud, ils restent sous des conditions critiques en raison de possibles incendies. Selon les rapports, il y a 2 systèmes frontaux provenant du Pacifique qui vont principalement toucher la Californie. Elles s'étendent encore jusque-là. À partir du milieu de la semaine, les chutes de neige vont continuer, et l'une d'entre elles pourrait même durer plusieurs jours de plus. L'Oregon et l'État de Washington vont aussi le constater. Ici, on voit comment cela s'étend. Tout l'ouest, y compris le Mexique, en Basse-Californie, on le voit aussi. Par là, pas vers Tijuana, mais vers Ensenada, pas toute cette partie-là. D'après les rapports, 2 systèmes frontaux venant du Pacifique vont principalement toucher cette zone de l'ouest. On prévoit des rafales intenses qui vont réduire drastiquement la visibilité, surtout dans les zones montagneuses. Cela augmente les risques d'incidents sur les routes en altitude. En revanche, dans la partie centrale et vers le sud, toute cette zone commence à bénéficier de conditions climatiques favorables. Des zones sujettes à des chutes, incendies, de manière consciente. Allons-y, mettons tout de suite la carte d'alerte ou de danger d'incendie. Et voyons tout de suite de Hill. Anarchique pour la partie sud, disons, de l'Amérique du Nord, est adéquate car elle présente les signaux nécessaires pour spasmodique de chute du lithium.
Nouveau-Mexique, Texas, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Dakota du Sud, mais aussi vers Coahuila, Nuevo León, Basse-Californie du Sud, Basse-Californie du Sud, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas. Allons, il faut déjà être attentif aux alertes émises par la CONAFOR, la Commission nationale de la déforestation, qui a toujours donné ses... Espérons qu'elle continue cette activité sur ses réseaux, où ils publient toujours plus ou moins l'évolution des incendies, ou les endroits où il y a des alertes de possibles incendies. C'est l'information qu'ils publient toujours là-bas. Pour les amis qui vivent près des zones à risque, vous pouvez suivre les informations de la CONAFOR. Nous, de toute façon, ici, nous informons aussi toujours sur l'évolution de cette situation, du moins ici. Pour ce qui est du Mexique, il y a la CONAFOR. Aux États-Unis, normalement, c'est l'USGS elle-même ou la NOAA elle-même qui alerte aussi sur cette situation. Dans ces régions que nous observons, on attend des vents soutenus entre 25 et 40 milles, ce qui correspondrait à peu près à 50 à 80 km par heure environ. À certains endroits, cela atteindra 100 km par heure, soit environ 60 miles. L'humidité relative descendra entre 10 et 20%, créant ainsi un environnement propice à une progression rapide. Dans le sud du Nouveau-Mexique et l'ouest du Texas, l'avis d'incendie restera en vigueur jusqu'à mercredi, avec une humidité minimale proche de 12%. Ce que nous voyons ici, nous allons continuer à l'observer. Regardez comment ça augmente. Vous voyez comment ça a augmenté. Rien que d'hier à aujourd'hui, et cela continue jusqu'à mardi, mercredi. Comment cela s'étend-il vers le Texas, vers l'Arkansas, toute cette région ? Jeudi et ensuite les conditions s'améliorent petit à petit au Texas. Pour le week-end, l'humidité commence à arriver et toute cette situation s'améliore au Texas. Mais pour le moment, il y a des risques d'incendie, n'est-ce pas ? Et la semaine prochaine, je dirais, je me suis avancé, ils augmentent à nouveau, eh bien c'est comme ça que ça va être, non ? Ceci est le risque de propagation du feu. Ce que nous voyons ici est le filtre de propagation du feu vers le Venezuela. Il y a aussi un certain risque du côté de l'Argentine, surtout dans la zone la plus à risque en ce moment toute l'Amérique. Ce risque, lorsqu'il est de couleur violette, est appelé risque de niveau extrême. C'est le risque le plus élevé, qui réunit toutes les conditions: chaleur, faible humidité et vent. Non, normalement, ce sont ces trois facteurs qui se combinent, et donc on atteint la probabilité de risque la plus élevée. Donc il faut aussi faire attention dans cette région du monde, il faut être vigilant avec ce qui est recommandé, du moins c'est ce qu'ils recommandent là-bas aux États-Unis. N'est-ce pas? C'est ce qui est rapporté. Maintenant, la nouvelle fête, jusqu'où va-t-elle? Certaines parties du nord et toute la zone centrale sont déjà à risque, non? Dès aujourd'hui et demain, cette situation va se produire. Mais bon, ce qu'ils demandent, c'est d'éviter les voyages nécessaires vers les zones montagneuses de l'Ouest, c'est-à-dire de ne pas camper à ces dates dans ces régions. Ne pas faire de feu en plein air. Évidemment non, surtout en état d'alerte. Restez attentifs aux mises à jour officielles, préparez le kit d'urgence en cas de possible contamination, coupure d'électricité ou fermeture de route. C'est aussi très courant que cela arrive. Passons à d'autres sujets. Écoutez, regardez, la voilà. C'est l'image qui a été partagée dans différents médias en Israël concernant la réunion entre Raphaël Grossi et Abbas Aragachi. Cela se passe en Suisse, là-bas dans la neige. Oui, c'est là que cette réunion a lieu. À Genève, c'est là que cette réunion se tient. Eh bien, passons aux détails de ce que l'on sait de cette rencontre, qui est évidemment essentielle pour l'avenir de la sécurité nucléaire mondiale. Tout d'abord, il rencontre le chef du nucléaire de l'ONU, Raphaël Grossi, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Aragachi. La réunion se déroule en ce moment. En même temps, ces situations de risque se produisent avec un risque accru de conflit entre les États-Unis et l'Iran.
Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghachi, a rencontré à Genève Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La rencontre a eu lieu juste avant une série de discussions indirectes entre l'Iran et Washington sur le programme nucléaire. L'Iran a suspendu sa coopération totale avec l'AIEA. Après la guerre des 12 jours, la collaboration avec eux a pris fin et, depuis lors, le monde est dans le noir. Que fait réellement l'Iran avec son programme nucléaire ? Que fait l'Iran avec les 440 kilos d'uranium hautement enrichi ? À 60%? Avec cela, on pourrait au moins fabriquer une dizaine de bombes atomiques si l'on décidait de militariser. C'est-à-dire, ce n'est pas rien, n'est-ce pas ? L'OEA a exigé une explication sur l'endroit où se trouvent les 440 kilos d'uranium, un matériau qui aurait pu permettre de fabriquer ces armes, a informé Araghachi. Il arrive avec des idées concrètes d'un accord équitable, mais précise qu'il ne cédera pas aux menaces. N'a-t-il pas été clair encore une fois sur ce qui s'est passé avec lui, avec l'uranium ? Non, il n'a pas été clair. Évidemment, comme toujours, c'est le même régime des ayatollahs qui le fait. Mais les manœuvres d'attaque et les exercices navals ont bien été commentés dans le détroit d'Ormuz même. Selon des rapports, Donald Trump aurait dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il soutiendrait une attaque israélienne contre des installations de missiles iraniennes si les négociations échouaient. Non. L'Iran, quant à lui, n'a tout simplement pas voulu donner de détails. Maintenant, le vice-ministre iranien Mahdi Tajid Rabanchi a déclaré que la balle est dans le camp des États-Unis pour parvenir à un accord. Ils disent que s'ils se montrent sincères, ce n'est pas le commentaire qui compte, c'est celui-ci, c'est bien, c'est celui d'une gestion constante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, il me semble, en tout cas pour moi, que c'est purement une perte de temps. Non, ce n'est pas comme si je me faisais des idées, n'est-ce pas ? Et vous pouvez me dire, tu ne te fais pas des idées ? S'ils vont parvenir à un accord, tant mieux, non ? Ce serait génial qu'ils arrivent à un accord, mais celui-ci, non. Qu'ils annoncent un accord, car ensuite ils pourront dire « Non, mais besoin c'est d'argent ici. Nous avons déjà un accord pour qu'il soit réel. » La IEA devrait entrer en Iran et s'assurer qu'ils ne fabriquent pas d'armes nucléaires. Ce serait déjà un accord important. Maintenant, je ne sais pas non plus si c'est la chose la plus appropriée en ce moment. Le régime a une faiblesse évidente. Celle-ci, que restera-t-il pour la majorité des Iraniens ? Ce serait la grande question. Passons à d'autres sujets également importants. Il y a ici une question entre le Mexique, le Canada et les États-Unis assez intéressante. Allons dans le détail. Voyez-vous, le Canada cherche à contourner Trump et à s'allier davantage avec le Mexique. Les hommes d'affaires et le ministre canadien, des entrepreneurs du Canada et plusieurs ministres du Canada visitent le Mexique pour élargir leurs affaires, face à la révision du TIMEN. La stratégie commerciale du Canada prend un tournant qui est également crucial pour le Mexique. La stratégie commerciale pourrait aussi nous aider à diversifier, à ne pas diversifier uniquement les affaires. Non, ne pas dépendre uniquement d'un seul pays, mais de 3 ou plus, c'est-à-dire avec un nombre de 370. Plus de 370 délégués canadiens, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des ministres et d'autres dirigeants, visitent le Mexique cette même semaine, à différentes dates. Le Canada cherche à diversifier largement face à l'incertitude générée par Donald Trump et ses menaces de retirer les États-Unis de l'ALENA. La réunion va se tenir dans différentes villes. Ici même à Monterrey, il y aura plusieurs réunions. À Guadalajara, il y aura d'autres réunions. Et à Mexico aussi, des réunions auront lieu. Je croyais qu'il y en aurait à Querétaro, mais ce n'est apparemment pas confirmé. Mais le point, c'est qu'il y aura sûrement une autre ville, mais je mentionne seulement celle que je connais, au moins. Monterrey, Guadalajara, Mexico. On va voir si Querétaro et d'autres villes se confirment, mais bon, dans différentes villes, ils vont regarder. J'imagine Monterrey pour l'industrie, Guadalajara aussi, et Mexico car c'est la capitale, non. Plus de 200 entreprises mexicaines seront également présentes là-bas. Évidemment, il n'est pas prévu que la délégation canadienne tienne des réunions directes avec toutes ces entreprises mexicaines.
Le Mexique est le troisième partenaire commercial le plus important. Le Canada, ce n'est plus seulement les États-Unis. Pour le Canada, en termes d'importance des partenaires, c'est les États-Unis, la Chine et maintenant le Mexique à ce niveau. Pour les États-Unis, le Mexique est en première place, puis il y a la Chine et le Canada. Donc le Mexique ne va pas non plus prendre le risque de rompre avec les États-Unis, parce que c'est son principal partenaire, et pour les États-Unis, nous sommes aussi leur principal partenaire. Mais ce serait bien d'avoir des affaires avec le Canada, indépendamment du TMEC, c'est-à-dire nous nous assurons que vous et nous allons faire des affaires, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Les chiffres sont de plus en plus clairs. Le commerce bilatéral a atteint 56 milliards de dollars en 2024, soit une croissance 12 fois supérieure à celle des années 90. Là-bas avec l'ALENA, c'est-à-dire la croissance a été exponentielle. États-Unis, Donald Trump, lors de son premier mandat, a donné une nouvelle orientation à l'accord de libre-échange et l'a appelé TMEC. Et beaucoup de choses ont changé. Et Donald Trump est allé jusqu'à dire que c'est l'accord le plus important qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Autrement dit, quelque chose d'aussi marquant. Ils ignorent ce que c'est, et maintenant il affirme que ça ne sert à rien, non? Alors, face à cela, il pourrait y avoir un changement sur ce sujet, pas une annulation, mais peut-être un changement. Quick-Mill, fabricant de machines industrielles à Ontario, réalise déjà 10% de ses ventes au Mexique. Et ils veulent s'étendre ici même, parmi les entrepreneurs canadiens, comme différentes marques, pour ne pas avoir à m'arrêter sur chacune, mais différentes marques. Ils constatent qu'il y a de bonnes ventes et de bons échanges commerciaux. Les entrepreneurs canadiens cherchent à équilibrer leur portefeuille mondial de clients. Pendant ce temps, nous voyons que le Brésil et le Mexique connaissent une forte croissance en matière d'affaires au niveau international. Ils réalisent de bonnes ventes et les États-Unis ont pris une décision. C'est que je vous dis que parfois Trump prend des décisions très étranges qui affectent beaucoup leur économie. Par exemple, Donald Trump a déjà dit de ne plus vendre de soja aux Chinois, de ne pas leur vendre de soja, et ceux qui produisent du soja aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ne vendent pas de soja ici, on le consomme, mais il est produit et vendu ailleurs. Eh bien, la Chine a dit « Alors venez au Brésil », et ils sont allés au Brésil, et le Brésil était content et leur a vendu du soja, ce qui a profité au Brésil, et le soja a augmenté pour les Brésiliens. Mais comme cet exemple, il y en a plusieurs autres, où les États-Unis mettent automatiquement des obstacles aux mêmes. La Chine impose des blocages aux États-Unis à cause des blocages que les États-Unis imposent à la Chine, et cela nuit à l'économie intérieure. Donc c'est un sujet où maintenant, curieusement, un pays qui se dit communiste demande aux États-Unis d'avoir un marché libre. Et le pays du libre marché, qui est censé être les États-Unis parce que c'est un pays capitaliste, eh bien il dit non. Je suis plus nationaliste et je protège et je ne laisse pas mes entreprises prospérer à l'étranger, ni n'achète non plus à l'étranger. Ou le moins possible, apparemment. Oui, c'est fou tout ça, mais passons à d'autres sujets importants. Il s'est passé quelque chose d'étrange avec X, pas avec Twitter, pas l'ancien Twitter, maintenant X. Eh bien, il y a eu une panne de plusieurs heures, je ne sais pas si cela vous est arrivé, nous avons essayé d'entrer, le matin il était impossible d'accéder, donc c'est devenu une nouvelle que X était tombé en panne, qu'il était tombé. À l'échelle mondiale, d'après ce qu'on raconte, voyons les détails de ce que l'on sait sur cette panne. Cette panne attire l'attention, surtout à un moment où il y a un affrontement entre Vladimir Poutine et Elon Musk. Parce que cela fait plusieurs semaines que Starlink d'Elon Musk a bloqué l'accès à Internet pour les soldats russes et à cause de cela, ils n'ont pas pu opérer. Ils ont même dû reculer à Saporia. Les Russes ont battu en retraite, incapables de tenir le front sans une bonne connexion Internet. Face à cela, eh bien, tout le monde l'a dit.
Eh bien, il va sûrement y avoir des situations étranges dans les compagnies des deux camps, et c'est la première que je vois clairement. Pas une chute aussi drastique de l'Inter des réseaux, non? La plateforme X a subi une interruption massive qui a affecté les fils, les recherches et les notifications dans plusieurs pays. Aucune explication officielle à ce jour. La panne a été enregistrée aujourd'hui, 16 février 2026, causant d'importants dysfonctionnements. Que ce soit sur l'application mobile ou sur la version web, des millions d'utilisateurs ne pouvaient pas charger le contenu d'accueil, un message indiquant qu'une erreur s'était produite apparaissait, il y avait une boucle infinie de chargement, 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 et rien ne se chargeait. Les signalements sont arrivés d'Espagne, de partout, des États-Unis, de toute l'Amérique latine en général, panne. La plateforme d'un détecteur a enregistré un pic massif de plaintes en quelques minutes. Après 1 à 2 heures, Internet n'était toujours pas revenu, puis il est finalement revenu après presque 2 heures, comme nous l'avons constaté. Le compte institutionnel d'Ex Niel Hermoso a offert des explications à cette situation. C'est toujours en panne. Bon, eh bien, si on dit que c'est en panne, moi je le vois toujours, moi je le vois, quelqu'un le voit ici, ça me laisse entrer. Ah, regarde, ça y est, je ne le vois plus, je ne le vois plus. Mais voyons si je peux le remettre. Celui qui regardait la page avec Ford, maintenant il ne me laisse plus voir celle de Twitter. Non, regardez, c'est bon, ils sont là, voyons, ils vont bien. Réessayez. C'est toujours en panne là. Ça charge, ça essaie de charger, rien. J'essaie d'aller ailleurs. Et c'est prêt, rien. Non, ben oui, je suis tombé, c'est revenu un petit moment, hein. Oui, c'est revenu un petit moment, mais oui, je suis tombé. Eh bien, voilà ce qu'elle nous disait. Astrid, merci beaucoup Pablo, comment vas-tu? Un grand salut. On en parle tout de suite, voilà, c'est revenu, Twitter est revenu, voyons, laissez-moi entrer chez Ford comme ça, juste pour voir. Voyons, oui, il semble qu'il y ait des problèmes. Voilà, je suis chez Ford, il ne me laisse pas voir. On continue à la charger, voyons si ça marche. On dirait qu'elle veut, regardez, hein, comment allez-vous? Salutations à Adriana Lev, merci, salutations à Pablo, on en parle tout de suite. Karim, comment vas-tu? Merci beaucoup à toute la grande communauté, je ne dis pas non, hein. Ça ne charge pas, ça ne charge pas, ça ne charge pas. Ce sujet est bon. La panne a impacté la publication en temps réel, les couvertures d'informations et les comptes commerciaux. Allez, le trafic est en panne, pas encore complètement. Voyons le détecteur de panne. J'imagine qu'ils doivent encore l'avoir là-bas. On y va en temps réel. Oui, c'est la plus grande panne en ce moment, c'est X, voilà. X, la plus grande panne a eu une première interruption. C'est celle dont nous vous avons parlé, et maintenant il y en a une deuxième. Ce sont deux choses différentes. Je dis ça parce que ça paraît un peu étrange. Bon, c'est qu'il y a eu une grande panne et ensuite il y a une autre panne de X. Voilà, cela fait partie de ce qui se passe. Passons à d'autres sujets également importants. En France. Cela pourrait être le tournant le plus important de l'affaire MSN et pourrait apporter des informations inédites qui affecteraient d'autres personnes, même aux États-Unis. Le parquet de Paris est en train de créer une équipe spéciale pour analyser les dossiers de Jeffrey Epstein et rouvrir le dossier de l'ancien agent Jean-Luc Brunel. Le parquet de Paris a annoncé la création d'une équipe spéciale de magistrats pour analyser en profondeur tous les documents liés à ce personnage. L'objectif principal est de déterminer si des citoyens français ont pu être impliqués dans des délits liés à ce réseau du financier américain. Ce mouvement intervient après la publication par le département de la justice de nouveaux dossiers, et il semblerait que d'autres personnages français soient également impliqués. Dans le cadre de cette initiative, l'affaire d'un ancien, le dirigeant de l'agence de mannequins Jean-Luc Brunel, qui a été retrouvé sans vie en prison en 2022, est rouverte. Alors qu'il faisait face à des accusations similaires à celles d'Emsen, des accusations semblables à lui, et il a également fini sans vie, lui aussi en prison. L'enquête précédente a déterminé que Brunel était un ami proche d'Emsen et qu'il aurait proposé des emplois de mannequinat à de jeunes femmes vulnérables, dont certaines ont dénoncé des abus.
10 femmes ont porté des accusations contre Brunel, décrivant des épisodes présumés terribles. On considérait que Brunel, selon elle, déterminant dans l'informatique judiciaire, a déclaré le contraire, ont-elles annoncé. Affectueusement. Elle résulte de l'immigration rationnelle. La Bergara LGBT. Dans ce cas, il se présente la possibilité que certains vont l'ouvrir publiquement, d'autres vont le faire de manière plus discrète. Ce qui frappe sans télé, c'est la France déjà très touchée avec de nombreux cas internes, y compris chez les politiciens et dans le parti au pouvoir. Donc cela pourrait aussi être intéressant, voyons ce qui en ressortira, mais plusieurs élites sont impliquées en même temps. Ici, il y a des démocrates, des républicains, des scientifiques, des entrepreneurs, un peu de tout, petit à petit. Donc toute cette situation va être intéressante, passons à d'autres sujets. Mais le fait qu'Einstein ait perdu la vie en 2019 dans une prison où, d'ailleurs, de nouvelles vidéos sont sorties, il y a de nouvelles images de ce qui s'est passé dans la prison. Par exemple, après. Oui. En fait, même le même jour où je ne sais pas si vous les avez vues quelque part, des vidéos qui n'avaient pas été publiées, mais qui étaient là. Imagine que c'est ce à quoi quelqu'un a pensé, parce qu'il y avait des liens qui étaient censés être des vidéos. Mais à la fin, l'extension était PDF et ils ont trouvé ça étrange, alors ils ont changé le PDF en .mob pour voir ce qui se passait. Et magie, eh bien, ils étaient là. Les vidéos étaient en ligne sur le site du département de la justice, mais ils mettaient .pdf pour dire que c'était une erreur. Voilà, mais ils étaient là, c'est-à-dire que les vidéos étaient là et elles étaient visibles, et en fait elles sont visibles. Vous pouvez les voir. Alors, l'image, il y a un ascenseur et c'est comme un deuxième sous-sol qu'on peut voir, et cette partie du deuxième sous-sol, quelqu'un a mis une sorte de tableau de ceux qui ont des roulettes, et ils l'ont placé devant la caméra. Exactement là où les gens passent, au deuxième sous-sol, qui mène directement à la prison de celui-ci. Le même jour où il a perdu la vie, quelqu'un est allé, en gros, et a bloqué cet endroit. Je ne sais pas, tu vois. En plus, la vidéo a-t-elle aussi des coupures d'heures? Je veux dire, en plus du tableau, ils en retirent aussi à la vidéo. C'est vraiment bizarre. Toute cette affaire a été très mal gérée. Regardez ce qui se passe. 2 hauts commandants européens sont en train de lancer un message très intéressant concernant ce qui attend l'Ukraine et la Russie. Comment ça s'appelle? Verderi? Tu vois, c'est un bon point. Oui, c'est utile pour certaines données et choses immédiates. Twitter, c'est bien, mais en dehors de ça, il y a vraiment beaucoup de toxicité sur X. Beaucoup de bots aussi, hein. Beaucoup de bots et de choses irréelles, mais on en parle. Comment ça va, Verderi? Il salue. Eh bien, avec cela, les hauts gradés militaires d'Allemagne et du Royaume-Uni demandent à la population d'accepter des coupes et plus d'impôts. Pour pouvoir freiner l'avancée russe, l'Europe vient de lancer un message qui change le ton stratégique du continent. Les chefs militaires, du moins de ces 2 puissances clés, avertissent que le moment exige des décisions difficiles et des sacrifices publics pour éviter une confrontation directe. Moscou. En gros, ils disent « Investissons maintenant pour arrêter l'ours russe », pour ainsi dire, car sinon nous devrons arrêter l'ours russe nous-mêmes. Chaque citoyen d'Europe, non, pas directement, ou qu'il fasse le travail, l'Ukraine à travers une aide économique importante.
Non, du moins selon ce que disent les plus hauts responsables militaires de ces deux pays, ils ont publiquement demandé un soutien pour augmenter drastiquement les dépenses de défense. Le général Castor Brewer et le maréchal de l'air Sir Richard Clinton ont signé un article conjoint pour alerter sur le risque croissant que représente la Russie. Selon les commandements, le réarmement russe et sa volonté d'utiliser la force en Europe, comme c'est le cas en Ukraine, démontrent que la menace n'est pas théorique. Ils avertissent que l'appel à la paix, disons, après ce mouvement de Trump, ne ferait que le rendre plus triste. La Russie, pour augmenter ses armes, et donc continuer à attaquer l'Ukraine. Et ensuite, eh bien peut-être. L'objectif est de consacrer 5% du produit intérieur brut à la défense. Les dirigeants de l'OTAN s'engageraient, disent-ils, à atteindre les 5% avant 2035. Le problème, c'est que ce sont des budgets pour des années à venir, bien après ce qui est urgent en ce moment pour les Ukrainiens. À présent, Berlin redéploie ses troupes vers l'Est en signe direct de préparation face à d'éventuels scénarios de tension. Les mêmes mouvements de deux grands navires, dont l'un est un porte-avions, que le Royaume-Uni a envoyé dans l'Arctique. Le mouvement que l'OTAN effectue désormais de façon permanente vers l'Arctique, un mouvement qui devient déjà permanent dans l'Arctique. Ce ne sont pas beaucoup de militaires, mais ils vont rester là, installés pour toujours, en théorie pour surveiller tout l'Arctique. C'est compliqué, mais ils vont commencer tout de suite, non. Et en fait, des sondages ont été réalisés. Pas des sondages sur Hugo, des sondages politiques. Et ils montrent que seulement 25% des Britanniques et à peu près autant d'Allemands, seulement un petit pourcentage, disons, soutiennent cette augmentation des impôts. Les commandants insistent sur le fait que le réarmement ne vise pas la guerre, mais au contraire à l'éviter par la dissuasion. L'Europe, dit-il, ne veut pas dépendre exclusivement des États-Unis et entre dans une phase différente, une phase stratégique, essentiellement militaire. Non, c'est la réalité qu'il observe en ce moment. D'ailleurs, en attendant, il y a un mouvement très curieux. Ce Marco Rubio, je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais nous allons vous la montrer ici. Marco Rubio est en tournée avec Viktor Orbán là-bas en Hongrie. La Hongrie a des problèmes, le président de la Hongrie a des problèmes, parce que c'est un président très pro-OTAN. Le pays, mais il est très pro-russe et l'économie s'est terriblement détériorée. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, en comparaison avec la Pologne, qui n'a cessé de croître, eh bien la Hongrie n'a pas bien fait les choses, quoi qu'il en soit. Et maintenant, les États-Unis, parce qu'ils s'entendent bien avec Trump, essaient de soutenir ce Viktor Orbán. Même si les sondages montrent que la population va voter pour un changement, il y a des élections à venir et les gens veulent un changement. Nous verrons si cela se concrétise lors des prochaines élections. Mais Washington promet une aide financière à la Hongrie s'il la promet justement avant la course électorale. Ce qu'il pourrait chercher, c'est donc d'obtenir le soutien de la population. Pour Viktor Orbán, ce serait un signal politique à fort impact international. Les États-Unis réaffirment leur soutien au Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, à moins de 60 jours des élections législatives dans ce pays. Le secrétaire d'État des États-Unis a assuré à Budapest que ce pays, la Hongrie, fait face à des difficultés financières et menace la stabilité. Il a affirmé que le président Trump serait très intéressé à fournir un soutien en raison de sa relation avec Orbán. Avec Viktor Orbán, les déclarations interviennent aussi, comme pour dire que c'est grâce à lui que l'aide arrive. Et donc, votez pour lui. Presque, mais non. En fait, non. C'est ainsi que les mouvements trumpiens ont agi, sans vraiment chercher à influencer certaines élections, certaines plus que d'autres. Y est-il parvenu ? Ce soutien n'est pas seulement une question diplomatique, c'est aussi une question politique. La Hongrie occupe une position stratégique pour l'Europe centrale, ce qui est également essentiel pour les questions énergétiques, migratoires et de sécurité. Donc face à cette situation, cet avertissement est donné par le même secrétaire d'État. Non, fondamentalement non, c'est ce qui attire l'attention. Passons à d'autres sujets et questions importantes. Écoutez, avant tout,
Merci beaucoup pour ce pouce levé, pour ce like. Merci pour votre soutien. Si vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, ce serait très apprécié. Twitter ne fonctionne pas en ce moment. Merci à ceux qui le font déjà et merci pour ce like. Écoutez. Le Sénat, apparemment, du moins en ce moment, a été très impliqué dans ce qui se passe au département du Trésor de Trump. Évidemment, et il semble qu'il y ait une rupture, aussi bien au Congrès que, comme on commence à le voir, au sein même du cabinet de Trump. Donc il pourrait y avoir des changements, au sein du cabinet. Parce que, je veux dire, si Trump maintient cette position, il aurait alors un cabinet qui n'est pas vraiment en faveur des choses que fait Trump lui-même. John Orley, lui. Ce personnage, apparemment, prépare déjà sa sortie après de fortes frictions internes avec le secrétaire Scott Bessent. Le secrétaire du Trésor, au milieu de tensions liées à la politique contre le Venezuela, l'Iran et la Russie. Selon ce que rapporte John Orley, il est le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du Trésor des États-Unis. Et il y a un affrontement. Ils n'aiment pas qu'on s'ouvre autant au Venezuela, ils n'aiment pas qu'on s'ouvre autant à Delcy Rodriguez. John Orley envisagerait de quitter son poste à cause de désaccords stratégiques avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Les frictions portent sur la manière d'appliquer les sanctions économiques, en particulier dans les cas sensibles liés à des acteurs internationaux et à des personnalités politiques. Il n'y a pas que le Venezuela, il y a d'autres cas aussi, merci. Les sanctions américaines visent notamment les flux financiers et énergétiques, touchant l'Iran, la Russie et le Venezuela. Le secrétaire au Trésor a évalué l'assouplissement des restrictions sur le secteur pétrolier vénézuélien afin d'augmenter la production et d'attirer des capitaux étrangers. Mais en même temps, tu affaiblis la stratégie géopolitique. C'est-à-dire qu'il se concentre soudainement sur le fait de faire des affaires avec des pays qui ont causé des problèmes. Au moins la stratégie que Washington a, n'est-ce pas ? Le département du Trésor est devenu le bras central de la stratégie mondiale des États-Unis, où les sanctions économiques remplacent de plus en plus la confrontation militaire directe. Et c'est là que se trouvent les différences qui émergent entre ces personnages. Attention, avec cette rupture, abordons aussi d'autres sujets importants. En ce moment, l'Iran s'implique dans un autre sujet avec les États-Unis. L'Iran accuse les États-Unis d'attaquer Cuba. Regardez où il s'implique maintenant. Selon Téhéran, il condamne le blocus pétrolier imposé par Washington et souligne que les sanctions aggravent la crise énergétique à la Havane. L'attention du gouvernement iranien se déplace maintenant vers les Caraïbes. La déclaration intervient après le durcissement extrême que les États-Unis exercent actuellement sur Cuba, ce qui fait que la crise s'étend évidemment. L'idée, on suppose, est d'aller à l'encontre du régime de Canel et d'affaiblir le régime de Canel. Mais en même temps, les conséquences sont directes et immédiates. Cela touche à la question de l'électricité, à la question de savoir dans quelle mesure une société peut être durable sans électricité, sans carburant pour se déplacer à notre époque. L'Iran a rappelé que l'embargo économique contre Cuba dure depuis près de 70 ans, avec de lourdes conséquences humaines et matérielles. Le porte-parole des Affaires étrangères, Ismaël Vagé lui-même, aurait déclaré que Washington doit rendre des comptes pour les violations continues et systématiques du droit international. 6 des 16 unités thermiques sont actuellement hors service en raison d'un manque d'entretien et d'exploitation. On jette, disons, encore plus d'huile sur le feu de tout ce qui se passe dans les Caraïbes. Cette asphyxie énergétique qu'ils cherchent à imposer contre le gouvernement cubain, c'est ce qui a dérangé les Iraniens. C'est curieux. Dans quel sujet s'implique-t-il maintenant ?
Je dis ça parce qu'ils critiquent donc beaucoup l'ingérence là-bas, mais en même temps, on a vu comment l'Iran s'est de plus en plus impliqué en Amérique latine, au Venezuela, au Nicaragua, en Argentine, au Paraguay. On a détecté des gardes de la révolution islamique Sabamos qui en fait ont même été repérés aux États-Unis. Je ne sais pas, mais leur mouvement expansionniste existe pratiquement depuis leur début, à la fin des années 70. Le régime des ayatollahs, je ne sais pas ce qu'ils font, a-t-il eu ce besoin d'expansionnisme? Pendant ce temps, dans d'autres affaires, également internationales, que ma sœur chérie. L'ancien ministre de l'énergie de l'Ukraine a été arrêté à la frontière du même pays. Le Bureau national anticorruption d'Ukraine a confirmé la détention de l'ancien ministre German Julioshenko alors qu'il tentait de quitter le pays. L'ancien ministre de l'énergie, et d'ailleurs par la suite de la justice en Ukraine, est une figure clé tout au long du conflit russo-ukrainien. Selon le communiqué officiel, il a été arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière, ce qui est déjà interprété comme une tentative de plus. Monsieur... Celui que Guzman... Là-bas, disons une entreprise qui s'appelle Energatom. D'ailleurs, un grand merci à la communauté qui nous a envoyé une ODN seule et Nous avons eu Mosifer et tout cela et c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup de faire partie de ce projet et merci aussi pour ce like, merci beaucoup. Écoutez. Au milieu de tout cela, rapporte Ukrainia Pravda, un média de là-bas informe que Julushenko a été retiré directement d'un train, c'est-à-dire qu'il était déjà dans le train en train de s'échapper. Disons. L'enquête de Radio Free Europe a également révélé qu'il a été arrêté en vertu de l'article 208, car il n'avait pas été précisé pourquoi il avait été arrêté. On sait déjà que c'était en vertu d'un code de procédure pénale, c'est-à-dire l'article 208 qui permet une arrestation sans mandat judiciaire immédiat. Les procureurs non spécialisés en corruption ont signalé des enregistrements où le suspect évoquait la distribution de pots de vin. Et il mentionne aussi quelqu'un surnommé professeur, un alias que. Eh bien, pour l'instant, ils ne savent pas qui c'est, mais ils pensent donc qu'il s'agit d'un ancien ministre déjà retraité, cet ancien professeur que le parquet anticorruption appelait aussi la SAPO, S-A-P-O comme SAPO. Les autorités frontalières auraient déjà reçu l'ordre d'alerter s'il tentait de quitter le pays, sachant qu'il pouvait essayer de s'enfuir. Julushenko a été ministre de l'énergie en 2021 et en 2025. Il a été ministre de la Justice jusqu'en novembre de l'année dernière. Donc voilà, tout est là, c'est tout. C'est une idée dans laquelle l'Ukraine cherche à imposer plus de restrictions à la corruption, à mettre davantage de freins à la corruption. Parce que sinon, elle ne pourra pas devenir membre de l'Union européenne. Autrement dit, elle doit démontrer qu'elle enquête et qu'elle approfondit, qu'elle respecte les droits. Tout ce qu'on est censé faire au sein de l'Union européenne. Donc si un certain niveau n'est pas atteint, il ne sera pas possible d'intégrer l'Union européenne. Donc c'est une recherche compliquée parce que l'autre jour, j'ai vu le sondage sur la perception de la corruption en Ukraine. Bien qu'elle ait diminué, la perception de la corruption reste l'une des plus élevées d'Europe, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement au niveau de l'Amérique latine. La perception reste très élevée qu'il continue d'y avoir une forte corruption dans tous les domaines du gouvernement. La Russie fait pire, puis vient l'Ukraine et ensuite d'autres pays. Mais si l'on parle de corruption, toute cette région est vraiment terrible. Passons donc à d'autres sujets, d'autres questions importantes. Avant... Il y a plus de détails sur ce qui se passe concernant ce sujet. Comment ils appellent ça cette opération militaire en cours, que certains appellent ceux qui bougent dans la zone du fleuve. La garde révolutionnaire ne s'appelle pas l'ICG. Maintenant, il y a plus de détails, en ce moment ils arrivent, parce que quand nous avons commencé, il n'y avait pas encore beaucoup d'informations. Eh bien, il y a déjà plus de détails sur ce qui se passe lors de ces manœuvres. Si cela se confirme que c'est dans le détroit d'Ormuz, il va y avoir une réaction. C'est-à-dire, je pense définitivement qu'il va y avoir une réaction dans cette zone. Parce que, comme je vous le dis, un cinquième du pétrole mondial passe par là.
Oui, alors pas besoin d'aller dans les détails. Aidez-moi juste en mettant un like. Et moi, je continue ici avec les informations avec grand plaisir et tout à l'heure avec les commentaires, non? Aussi. Que se passe-t-il avec le Créchy Atlas? Aussi d'ailleurs, nous avons encore des choses en attente s'il y a un peu plus d'informations et ce qui se passe sur d'autres sujets. Mais laissez-moi d'abord vous raconter ce que nous avons déjà comme données dans cette région du monde, non? Quelles informations avons-nous à ce sujet? Eh bien, allons dans le détail. Regardez, voici quelques-uns des bateaux que la garde révolutionnaire utilise. Pour ce type d'opération qu'ils mènent, ils ont quelques navires, ils ont, disons, une flotte plus ou moins intéressante, pas très grande, mais c'est important. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, affirme qu'il compliquera la situation malgré les négociations en cours. L'Iran avait annoncé un exercice militaire prétendument prévu, initialement sans armes, mais le réalise désormais armé. Ils l'avaient annulé et maintenant, eh bien, ils effectuent un exercice de blocus. Regarde, un blocus simulé de la voie maritime du détroit d'Ormuz, c'est un message, clairement, ce n'est pas un message pour leur dire « Nous pouvons bloquer le détroit d'Ormuz, quel est ce plan ?» Dans le cas où une guerre éclaterait avec l'Iran, l'un des plans est de bloquer ce détroit. Et que le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, voire même Oman elle-même, ne puissent pas passer par cette zone. Oui, ou annuler d'un coup 20% du pétrole mondial du jour au lendemain, comment ça, ce n'est pas beaucoup. Même si tu mets des militaires ici, ils ne tireront pas sur les États-Unis. Plusieurs pays attaqueront ceux présents, mais ils ne s'y installeront pas. Ce n'est pas nécessaire parce que ce qu'il ferait, ce serait de remplir de mines sous-marines. Oui, ce sont comme vous les avez sûrement vus dans les films, non? Ce sont comme des sphères qui flottent à une certaine distance et qui explosent quand on les touche. Donc, il serait impossible pour n'importe quel pétrolier de passer par là. Alors ils remplissent tout ça de mines. En quelques heures ou jours, et soudainement plus personne ne peut passer par là. Et pour que la zone redevienne sûre, il peut s'écouler des mois ou des années, c'est-à-dire que cela peut causer un problème très grave en ce qui concerne l'économie mondiale. Ce serait un effet, énorme. Eh bien, il l'assure. En changeant de sujet, sans aller vers d'autres affaires. Merci beaucoup, nous sommes déjà à presque 300, j'espère qu'on atteindra au moins les 300, ce serait génial. Merci d'être ici avec nous. Regardez le 3C Atlas, ça a été étrange. Non, ce n'est pas seulement le phénomène en soi, mais c'est la gestion de l'information qui a surpris. Par exemple, la façon dont la Chine envoyait des images dégradées, il me semble qu'elle contenait 3500% d'informations en moins. C'est-à-dire, ils dégradaient en l'information qu'ils envoyaient pour une raison étrange. Si tu veux vraiment donner l'information, pourquoi la retires-tu? Mais la NASA a fait la même chose, pareil. Beaucoup d'informations qu'ils avaient n'ont tout simplement pas été publiées, où ils disaient que tel ou tel système était tombé en panne, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Le fait est qu'encore aujourd'hui, il manque des informations de base. On ne parle pas d'informations trop compliquées, non, des informations de base, qu'ils n'ont tout simplement pas voulu donner pour une raison quelconque, ou qu'ils l'ont diluée, ou qu'ils l'ont donnée au compte-gouttes. De plus, on constate maintenant qu'une partie de l'information est en train d'être réécrite, c'est-à-dire qu'ils sont en train de la modifier. Et cela attire aussi l'attention. De manière silencieuse. Le catalogue officiel des objets interstellaires a été modifié, et cela a également suscité plus de polémiques. Tout cela, l'affaire du 13 Atlas en fait partie.
Des modifications ont été signalées dans les registres officiels administrés par la NASA via le Jet Propulsion Laboratory, le JPL. Regarde, si tu veux bien faire et admettre que nous nous sommes trompés sur toutes ces données, que nous les avons vérifiées et qu'elles sont correctes, parfait. Normalement, tu dois prévenir, dire écoutez, il y a une mise à jour, nous devons tout changer, mais là, presque en douce, ils vont changer l'information et ne préviennent pas. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont déjà modifié plusieurs des publications. Eh bien, Avilo lui-même l'a dit à un moment donné, « Eh, vous croyez qu'on ne va pas s'en rendre compte ? Ils avaient cette information de cette façon, la voilà, maintenant ils l'ont mise de cette façon. Qu'est-ce qui se passe ? » Rien. Un média de renseignement, le renseignement en source ouverte, aurait déclaré que des changements récents ont été détectés dans le catalogue du Keneos, liés à des objets proches de la Terre et à de possibles objets interstellaires. Selon le rapport, le signe mathématique d'un composant de vitesse dans l'enregistrement de la météorite, catalogué en 2025, a également été modifié. On ne sait pas non plus pourquoi cela a été modifié. Un simple changement de signe peut complètement modifier la façon dont on comprend la trajectoire calculée de l'objet, déterminant par exemple s'il provient du système solaire ou de l'espace interstellaire. Alors pourquoi changer pour cet objet ? Un signe qui modifie fondamentalement toute l'origine de cet objet, d'une autre météorite, aussi de 2025 en dehors de l'Atlas 13. Avant l'ajustement, l'objet semblait avoir des caractéristiques pouvant indiquer une origine interstellaire. Elles sont maintenant écartées suite à un changement de signe opéré par la NASA, sans explication confirmée. Le Keneos est la base de données officielle où sont enregistrées les trajectoires, les vitesses et les risques potentiels des objets proches de la Terre. Loeb lui-même a déclaré et assuré avoir détecté des incohérences entre les versions archivées des catalogues et les versions actuelles. L'équipe de Loeb a comparé les versions précédentes avec des outils comme la Whiteback Machine, qui peut te montrer si un registre public a été modifié par rapport à la version actuelle. Soudain, tu te dis « Attends, c'est publié ainsi, je me souviens que c'était différent », alors tu consultes la Back Machine. Parfois, ils n'ont pas toutes les infos d'Internet car ils ne peuvent pas tout gérer, surtout les grands médias, disent-ils. Regarde, tu as publié ça et maintenant tu l'as modifié et tu n'as pas précisé parce qu'il y a beaucoup de médias qui, eux, le mettent à jour. Et c'est écrit là. Cette note aurait été publiée le 15 avril 2025, mais elle a été mise à jour le 13 janvier 2028. Je ne sais pas quand elle sera mise à jour, si jamais elle l'est, alors il est écrit « Ah bon, eh bien voilà, elle a été mise à jour ». Mais quand ils le font sans prévenir, il est dit à Canyon parce qu'ils veulent changer ça. Là, ça semble plus trompeur, donc c'est très délicat. C'est pour ça que c'est sur Backmachine et d'autres sites qui te permettent de voir comment c'était avant et tu te dis « Ah, regarde, c'était comme ça, comme ça, comme ça », donc tu te fais une idée. C'est très curieux, oui, c'est très curieux. U3 et Atlas sont des objets qui font partie du programme Atlas. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les détails, par exemple sur la vitesse de l'information. Ici, nous avons des semaines, ils attendent des mois. Je crois. Je ne parle pas de la vitesse du phénomène en tant que tel, mais de la vitesse des jets de ceux-ci. Disons, comment ça s'appelle ? Eh bien oui, des jets comme des sortes de jets. Ce sont comme des propulsions ou des réactions chimiques que possède la supposée comète. Alors ils ont parlé de la vitesse de chacune de ces queues, disons, ou anticaudales. Et tout cela peut nous indiquer si l'objet est artificiel ou non. Pourquoi ? Parce que dans la nature, ils ne peuvent réagir et atteindre qu'une certaine vitesse limitée. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Tu sais quelle est la limite qu'il y a dans l'espace avec l'élément, disons le méthane ou n'importe lequel ? L'élément que tu veux, c'est seulement celui-ci. Si c'est 2, 3, 4, 10, 20 fois plus rapide, tu te dis que c'est quelque chose qui est manipulé par un certain type de technologie. Donc c'est de l'information, tout le monde attend, il y a une grande liste d'informations qui n'ont tout simplement pas été révélées. Pas pour le moment, même s'il y a eu manipulation de l'information,
il n'est pas clair dans quel but. C'est-à-dire, il n'est pas clair quelle est l'idée de modifier certaines données techniques. Parce que normalement, cela se fait de manière très sérieuse. Et normalement, on explique pourquoi on fait un changement. En ce moment, eh bien, ce n'est pas clair. Il y a une controverse sur la transparence, il y a une controverse sur la méthodologie qui est en cours. Et cela nous fait penser qu'il y a quelque chose dans ce phénomène qu'ils veulent cacher. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne pourrais pas l'affirmer non plus. Est-ce que pour cela, alors il doit forcément s'agir de quelque chose d'artificiel, ou forcément... Moi, constamment, qu'est-ce que c'est? Une organisation financière dans laquelle tu sièges? Non? Voyons, confusion de professionnels, comme cela devrait être quelque chose de ce niveau, eh bien voilà, c'est ça le problème. Merci. Et vous vous souvenez de cet acteur Robert Duval? Non, cet immense acteur, vraiment un immense acteur. Vous vous souvenez de cette scène dans Apocalypse Now, où il parle de Francis Ford Coppola? Non, où il y a cette scène avec les bombes qui explosent et tout ça. Entre les Vietnamiens et les Américains, non, dans le film et tout le monde, parce qu'en plus, ils utilisaient souvent de vraies armes. Donc tout ça, les soldats, les acteurs qui réagissent, et lui comme ça sans réagir, non. Et il dit quelque chose comme «J'aime l'odeur du napalm le matin», ou quelque chose comme ça, non. Peut-être que cette phrase ne vient pas de cet acteur incroyable, mais je pense que c'est le moment le plus épique de sa carrière. Je ne crois pas. Je ne sais pas si vous pensez que c'en est un autre, mais Robert Duval, eh bien, il a aussi joué dans Le Parrain, non? Le Parrain aussi, bien sûr. Ce personnage, peut-être qu'il n'est pas aussi épique que celui d'Apocalypse Now, et aussi avec le même réalisateur d'ailleurs, avec Francis Ford Coppola, il ne perd pas la vie à 95 ans. Regardez tout simplement un classique de ce Hollywood qui faisait des films épiques, et qui osait faire des choses différentes. Parce que c'était une époque, hein? C'était une époque extraordinaire. Ceux qui connaissent l'histoire de la réalisation du Parrain, il y a même une série sur la façon dont le film a été fait, il y a des documentaires. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose qui nous semble normal aujourd'hui. Mais à cette époque, on vivait un cinéma très télévisuel, un cinéma trop suréclairé, horrible, non? Celui-là, je ne l'aimais pas, trop lumineux, trop coloré, et tout le cinéma était ainsi. Eh bien, film à suspense, mets-lui de la lumière, mets-lui tout, et Le Parrain en fait un bon. Quand les producteurs ont vu le résultat du film, ils étaient effrayés. Et encore plus les distributeurs. Parce que comment allons-nous promouvoir un film qui est presque tout le temps sombre? C'est ce qu'ils disaient, parce qu'ils étaient habitués à tout cet excès de lumière, non? Et l'histoire a prouvé qu'ils ont adoré. Ça semblait vivant, ça semblait réel, ça semblait différent. Oui, et bon, Apocalypse Now, super épique, la façon dont ça a été fait, mais ça je ne sais presque plus. Beaucoup de choses très controversées. 4 ans à faire le film sur l'île, 2 ou 3 crises cardiaques pour Francis Ford Coppola de la présidence. Et tout ce qu'il prenait, hein, c'est parce qu'il prenait en des choses très étranges. Oui, un sujet incroyable, enfin, voilà. Comment s'appelle l'acteur de Morphée? L'acteur de Morphée. Mince, j'ai oublié son nom. J'ai oublié, voyons si je m'en souviens. Eh bien, cet acteur, celui de la pilule rouge et de la pilule bleue, il joue dans ce film Apocalypse Now, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y va avec une petite barque.
C'est l'un des militaires, il avait 14 ans et il a menti à la production en disant qu'il en avait 18 et ils l'ont engagé. Mais était-il vraiment ? Il était mineur, donc censé être avec ses parents, ce qui n'était pas le cas. Non, non, là-bas, il a sûrement dû voir des choses beaux très dures. C'était un géant, il était déjà énorme. Il avait 14 ans, mais si tu disais qu'il en avait 18, tu pouvais facilement croire qu'il en avait plus de 20. Il était grand, très costaud, donc il ne paraissait pas avoir cet âge. Celui-ci. Il y a beaucoup de mythes dont certains se sont avérés vrais et d'autres qui ne le sont pas, et avec le temps, il a aussi été confirmé que certains ne le sont pas. Mais le film est excellent, très intéressant si vous pouvez le voir, la version originale, c'est-à-dire celle qui est sortie au cinéma. Et ensuite, regardez la version longue. La version du réalisateur, avec beaucoup de changements très intéressants, avec des scènes complètement différentes de celles qui sont dans le film. J'ai eu la chance de pouvoir la voir au cinéma il y a quelques années quand ils l'ont projetée, et c'est un spectacle, vraiment. C'est un spectacle très intéressant. Ce bon Robert Duvall est décédé à l'âge de 95 ans. C'est donc l'un de ces classiques, de ces acteurs qui ne sont peut-être pas ultra connus à notre époque. Mais ceux qui ont vu Le Parrain, ceux qui ont vu un peu MASH. Moi je ne l'ai pas vu, donc je n'en parle pas. Il apparaît aussi dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il est décédé, dit-on. Bob. Il est décédé paisiblement chez lui, entouré d'amour et de réconfort. Regarde tout simplement à l'aise, comme moi. Je crois que tout le monde, un jour, quand ils pensent à comment ils aimeraient m'en mourir, eh bien c'est avec leur famille. Et paisiblement. Paisiblement. Et à un âge aussi avancé que possible. Eh bien c'est exactement ce qu'a fait Robert Duvall lui-même, Bob. Il dit « Il est décédé en paix, chez lui, entouré ». C'est d'ailleurs sa femme, Luciana Duvall, qui l'écrit dans un message sur Facebook. Eh bien, ce lauréat de l'Oscar, qui a aussi été narrateur, réalisateur, enfin, il a surtout profité de sa carrière et j'espère aussi qu'il a profité de la vie. Je pense que oui, je n'imagine pas le contraire, enfin, il a perdu la vie. Et passons à d'autres sujets également importants. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Si tu m'avais demandé « Robert Duvall est-il encore en vie ?» je n'aurais pas su te répondre. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Hier, j'en parlais, je discutais, je ne sais pas pourquoi, Non, de Charlie Chaplin, de cet autre aussi, Comme beaucoup d'acteurs très célèbres de l'époque du cinéma muet et d'après, eh bien, beaucoup sont encore là, ils sont encore vivants et on ne s'en doute même pas. Mais cet acteur était un classique de tel ou tel film, et il est encore en vie ? Eh bien oui, et qu'a-t-il fait pendant toutes ces décennies ? Eh bien non, rien du tout. Beaucoup ne se sont pas adaptés au son ou au nouveau style de cinéma, ou tout simplement on ne les a plus engagés, n'est-ce pas ? C'est difficile tout d'un coup, il y a beaucoup de concurrence et le cinéma change et change sans cesse. Passons donc à d'autres sujets. Comment va Adriana ? Salutations Karim, comment allez-vous ? Ou Juan, comment allez-vous ? Fishburne, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas ce Fishburne. Voyons, laisse-moi vérifier pour ne pas rester dans le doute, ce n'est pas celui-ci. Comment il s'appelle ? Je le confonds peut-être avec l'acteur ? Fishburne, c'est celui qui joue dans Matrix ? Non, si, bien sûr. Voici Mira Fishburne, 1979. Apocalypse Now, voici Laurence Fishburne. Je vais te montrer la photo. Lui, il est sorti, le voilà, le voici. Elle, ce monsieur, c'est lui. Il avait 14 ans, il était très grand, oui, il dit. Fishburne a menti sur son âge dans Apocalypse Now, il dit, et il a eu une expérience horrible. Coppola était déçu. En plus, il ne dit pas que c'est bien, donc voilà, non ? Oui, c'est bien Laurence Fishburne, exactement. Oui, c'est bien lui, on gasse. J'aime beaucoup cet acteur et il a un rôle vraiment épique il a eu sa présence. Est-ce que ça te donne le détail ? Il y a des acteurs, des actrices qui ont quelque chose en plus que l'acteur, pas comme créateur, ils interprètent, pas un personnage. Et il y en a qui, je ne sais pas s'ils sont vraiment comme ça ou pas, mais qui te donnent l'impression d'être très intelligents, non ?
D'autres ne le sont pas, ce n'est pas pareil. Par exemple, un Tom Hanks, je peux le voir comme quelqu'un d'intelligent ou je peux le voir comme quelqu'un de pas si intelligent. Disons-le selon le personnage, et tu peux le faire, mais il y a des personnages, il y a des actrices où tu te dis « Non, non, je ne peux la voir que comme quelqu'un de très intelligent. » Il est l'un d'eux, pas ce monsieur, ce filmiste, non, 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 il le rejette. Je ne me souvenais plus de son nom, vraiment, mais passons à d'autres sujets, non, avant toute autre chose. Juan Conejo, merci, salutations. Celui-ci, oui, ça va, c'était une question rhétorique. Ce filmisme n'est-il pas comme ça? C'était comme ça? La question, non, je croyais que c'était catégorique. Ce n'est pas moi, bon, passons, je t'envoie à d'autres. Allons-y, eh bien merci. Et c'est ce qui se passe. Comment les choses changent-elles dans certains domaines contrôlés par les États-Unis? Quand tout à coup tu veux devenir très dur, quand tu commences à susciter la méfiance envers le monde, eh bien soudain aussi on commence à se méfier de toi, n'est-ce pas logique? Les grandes banques du Royaume-Uni préparent un système de paiement supplémentaire par crainte que les États-Unis puissent bloquer les réseaux financiers en cas de crise géopolitique. Ou que se passerait-il si soudainement les États-Unis disaient « Tu sais quoi, je t'annule, tout ce qui concerne Visa, tu as le pouvoir des États-Unis, tout ce qui concerne Mastercard ?» Eh bien, disons au revoir et tu te retrouves sans système de paiement. Comment tu fais? Eh bien, le Royaume-Uni, le plus grand super partenaire géopolitique des États-Unis. Parce que c'est l'origine des États-Unis, c'est-à-dire des États-Unis actuels, disons. Eh bien, c'est le roi. Ce sont ceux du Royaume-Uni. Sans aller jusque-là, je connaissais d'autres endroits, évidemment. Ici, en Amérique latine, beaucoup. Mais ceux qui ont été à l'origine de cela, eh bien, c'était leur propre indépendance et eux-mêmes. Et ils ont eu une relation dans pratiquement tous les conflits du dernier siècle et des poussières, non, enfin, au moins du dernier siècle, non. Plus ou moins, ils ont eu beaucoup de relations et maintenant, tu en viens à te méfier à ce point, à te dire « mince, et si tu me poignardais dans le dos ?» Et tout à coup. Le secteur financier du Royaume-Uni évolue discrètement. Un jour, les experts financiers l'ont remarqué et se sont demandé « que se passe-t-il? De nouveaux systèmes sont-ils instaurés ?» Qu'il y a de la méfiance, parce que s'il n'y avait pas de méfiance, tu n'en aurais pas besoin, tu dirais? Eh bien, j'ai pleinement confiance en ce système, comme tu l'as fait pendant des décennies. Et soudainement, si tu es en train de le changer, la seule chose que cela implique, c'est qu'il y a une méfiance. D'une certaine manière, on peut le comprendre, non? Il ne peut pas y avoir un seul système, il doit y avoir différents systèmes financiers pour que tout cela fonctionne. L'initiative vise à réduire la dépendance vis-à-vis des réseaux de paiement américains qui dominent le marché. La première réunion clé sera présidée par Van Murray, PDG de Berkeley Royaume-Uni. Berkeley dirigera les premières discussions pour structurer le projet. Ce sera une nouvelle entreprise financée par la CD de Londres, avec le soutien du gouvernement britannique. Donald Trump a accru les tensions géopolitiques, notamment après ses propos sur l'OTAN. Visa et Mastercard concentrent pratiquement tout le marché britannique. Un dirigeant cité avertit que le pays reviendrait aux années 50 lorsque l'argent liquide dominait l'économie. Si cela devait arriver, le Parlement européen a demandé la création d'un Airbus européen des paiements pour garantir la souveraineté financière. C'est-à-dire que le Parlement européen aussi. Parce que, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Europe, donc à cause du Brexit, il n'est pas considéré comme faisant partie de l'Union européenne. Alors eux pourraient créer un nouveau système de paiement, l'Europe pourrait en créer un autre, le Brexit. D'un autre côté, ici avec un autre système non, qui est en cours de développement et ils commencent à les diversifier. N'est-ce pas? La Chine prévoit une monnaie numérique interne, puis hésite, puis revient.
Difficile de savoir leurs intentions. Je ne sais pas, je vérifierai plus tard. À la fin, mais qu'ils avaient l'intention, ils l'avaient. Je ne sais pas comment ça a fini maintenant. Je ne sais pas s'ils ont perdu là-dessus. Et tu aimes aussi le domaine de la finance? Voyons si tu as l'information. Eh bien voilà, c'est comme ça, non? C'est assez curieux, non? Ce n'est pas un mouvement important, non? Ça change l'économie du monde, parce qu'alors le monde va aussi se poser la même question, la même que celle d'aujourd'hui. Et si c'est vrai, si tout à coup il y a des problèmes, eh bien c'est intéressant, non? Passons donc à d'autres sujets également importants. Voyez-vous, à Singapour, une nouvelle taxe sur les vols est en train d'être imposée. Le pays asiatique va facturer 32 dollars par billet. Pour financer la question du carburant et le rendre plus durable à tous les niveaux, du point de vue de la durabilité, y compris énergétique, eh bien pour la sécurité, Singapour applique ce nouveau prélèvement qui est davantage axé sur l'aspect écologique selon les rapports. À partir du 1er octobre de cette année 2026, tous les vols au départ de l'aéroport international de Changi, le plus fréquenté de tout le sud de l'Asie. Eh bien, il y aura ce supplément, n'est-ce pas? La taxe pour les vols économiques sera plus faible, la taxe par exemple pour un vol économique. C'est de l'ordre d'1 dollar, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour les vols un peu plus, par exemple, internationaux et les vols réguliers. Ils seront autour de 41 dollars de Singapour, ce qui fait 31-32 dollars américains. Non, l'argent collecté ira directement à l'utilisation de carburants durables dans l'aviation. Une alternative qui semble plus propre, mais qui, eh bien, est aussi un peu plus chère. Donc, eh bien, c'est une partie des mouvements intéressants observables aujourd'hui. D'ailleurs, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes intéressants. Non. Regardez, ça s'effondre. Voyons si nous pouvons l'observer. C'est une sorte de poésie de l'endroit des amoureux. Là-bas en Italie, ce n'est pas courant pour le tourisme et un peu aussi pour les couples. Et voilà, non? Alors, eh bien, cet endroit avant la Saint-Valentin, non? Le jour de l'amour, de l'amitié et tout ça, eh bien, il se serait effondré. Alors regarde, c'était comme ça, c'est resté comme ça, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Si vous vouliez le visiter un jour, ce ne sera plus pareil. On pourra voir seulement ce qu'il en reste. Que s'est-il passé? Je me souviens d'une chose similaire qu'il y avait ici au Mexique. Vous vous souvenez d'une arche similaire? Non. Une arche avec cette formation rocheuse appelée l'arche de l'amour. Comme ça, non? Plus évident, Lover's Heart dit eh bien, elle s'était effondrée pendant une tempête, la tempête Oriana, qui a frappé le cœur touristique des Pouilles. En Italie, la célèbre arche naturelle, connue sous le nom d'Arche de l'amour, s'est effondrée le 14 février. Ah, pardon de rire, c'est juste que ça m'a fait rire, je ne sais pas, ça me fait un peu cet effet. Que la nature soit soudainement aussi ponctuelle pour les dates, parfois, eh bien, ça peut être drôle, non? Parce que c'est à la fois drôle et inquiétant. Parfois. Comme celle du 19 septembre, ici au Mexique, quand le séisme s'est répété, ce qui est une chose possible, non? Que le séisme se répète le même jour. Bon, nous connaissons déjà le sujet, mais le point, c'est que le 14 février, il n'y a pas eu de personnes décédées. Non, il n'y a eu aucun problème dans ce sens, mais c'est vrai que la nature, eh bien, a envoyé un message, n'est-ce pas? L'Arche est un lieu qui était emblématique pour les demandes en mariage et les séances de mariage, devenant un symbole romantique dans l'Adriatique, selon ce qui est rapporté. Eh bien, c'est un sujet curieux, n'est-ce pas? Une des curiosités du jour. Les visiteurs et les résidents ont remarqué la disparition de l'Arche dimanche matin, trouvant à sa place de grands blocs de roches effondrés. Le président régional a affirmé que la région a perdu l'une de ses attractions symboliques les plus importantes. Des experts indiquent que des phénomènes météorologiques extrêmes accélèrent des processus naturels d'érosion qui prenaient auparavant des décennies. Le Salento, où était l'Arche, est l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Italie, surtout l'été. L'effondrement est donc un sujet très grave, surtout pour les habitants locaux, qui perdent évidemment un attrait touristique de moins pour cette région. Bon, passons donc aux commentaires.
Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Un grand merci de nous accompagner. Un énorme salut à Joaquin Nejo, à Beto Barba, oui, Beto Barba, n'est-ce pas, Beto Barba? Comment vas-tu? Quelle salutation, quoi de neuf? Oja, ce Harry Zuford embête encore. Il est toujours là, n'est-ce pas? Très actif, tu sais, je pensais qu'il n'était pas si actif physiquement. Je veux dire, mais il y a peu de temps, enfin, il y a environ 1 an, non? Je me souviens qu'il était ici en Basse-Californie, faisant un parcours de 70-80 km à vélo. Un truc comme ça, eh bien, ce n'est pas mal du tout. Il était dans un groupe de cyclistes et franchement, il avait l'air d'avoir une bonne forme. Non? C'est-à-dire, il y a plusieurs de ces acteurs qui ont vraiment réussi à bien prendre soin d'eux, non? Qui ont été très intelligents dans la façon de mener leur vie. Non, parce que certains sont vraiment usés, ils n'ont même pas 60 ans et ça se voit, et il y en a qui arrivent à 60 ans, par exemple pas Tom Cruise, Brad Pitt et quelques autres, qui arrivent avec un physique plus ou moins solide. Eh bien celui qui jouait Hannibal Lecter, qui approche facilement des 80 ans. Impressionnante sa lucidité et sa forme, non? C'est-à-dire une allure très droite, très mince. Vraiment, c'est surprenant ce Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je le suis sur ses réseaux, tu vois, mais dernièrement, il n'apparaît plus dans mon fil. On suit beaucoup de gens, puis ils disparaissent et on les oublie. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je crois qu'il est toujours actif, non? Il ne s'est pas retiré. Anthony Hopkins 15. Voyons si je l'ai par ici. Regarde. Plus ou moins, voyons ce qu'ils font. Ils font de la peinture, enfin, ils font beaucoup de choses, non? Ils restent très actifs. Regarde, je ne sais pas si ici, il ne faudrait pas que j'aille juste sur ses réseaux pour voir sa toute dernière photo. Mais elle se porte très bien, elle se porte très bien. Comment allez-vous? Demande Adriana, comment allez-vous? Salutations Sol Garcia, alors comment vas-tu? Elle dit. Ils l'ont rempli de mensonges jusqu'à ce qu'il se brise, elle dit. Cet amour pesait lourd, dit Sol. Comment vas-tu, Sol? Salutations, Pépé. Je trouve qu'il existe un lien étrange entre le climat, le comportement humain et les catastrophes naturelles. Alguet, dit-elle. Adriana, comment vas-tu? Un grand salut de Gisela, comment vas-tu? Salutations. Un grand merci à ceux qui soutiennent cette chaîne avec un abonnement, un super chat, un like, non? Comme vous voulez et pouvez soutenir la chaîne. C'est vraiment apprécié. D'accord, Elena, comment vas-tu? Salutations jusqu'à Puebla, comment ça se passe là-bas? Salutations à ta famille, qui d'autre est ici? Salutations à Karim aussi, non? Qui d'autre? Blanca Barcelo. José Saraté, mon homonyme, comment vas-tu? Bonjour à tous, salutations à ceux qui conduisent tout travail en nous regardant, merci beaucoup. Je comprends que certains ne peuvent pas commenter, pris par d'autres activités. C'est donc l'occasion de saluer, non? Si vous avez le temps plus tard, envoyez-nous un petit bonjour, non? Même juste un salut. Rochi, comment vas-tu? Bonjour Rochi, merci beaucoup. Et si tu as le temps et l'occasion, tu peux aussi nous donner un petit pouce en l'air. On apprécie tout le soutien que vous apportez et ça aide beaucoup à ce que la chaîne soit un peu plus partagée, non? 13 atlas, le soleil, la lune, la terre, les climats. Il y a tout, son comportement vraiment curieux. Eh bien, on se revoit tout à l'heure, on continue à discuter de ce qui se passe sur la planète et de tout le reste. Envoyez-nous un message, surtout si vous voyez quelque chose d'étrange, quelque chose de curieux. Nous sommes là, attentifs, voici notre mail et notre compte PP en direct. Vous nous trouvez sur presque tous les réseaux. Accolades et salutations à Omar, dit Pépé. Nous sommes au travail, en train d'écouter les infos, comme toujours. Super Omar, merci beaucoup. J'imagine que tu es en train de conduire en ce moment. Tu es dans la voiture, comme ça. Là-bas à New York, salutations jusqu'à New York, super, eh bien on se revoit plus tard. Merci beaucoup de nous accompagner. Jusqu'à midi à peu près, je pense que ce sera plus tard, non? Et ce soir, nous serons aussi en direct ici. Bon, à plus tard, à bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir rejoints. En vérité, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, pure, l'insolite est réel, pur. Ici, nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct. Contrôlant le signal, Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi.
abonne-toi.